Tous, très heureux de vous retrouver chez vous ou ailleurs, je ne sais pas, pour un événement qui est pour nous très important, qui est une étape critique dans ce que nous appelons la grande cause pour l'environnement. Cette grande cause, c'est un programme de 3 ans qu'on a lancé à la fin de l'année dernière et dont le sujet est de synchroniser l'action de la société civile pour réellement agir sur le problème de l'environnement en France, non pas seulement par les pouvoirs publics, mais vraiment par la mise ensemble, la mise en coalition de la société civile, de façon à avoir des résultats qui sont à l'échelle nationale et en 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grande cause? Comment ça marche? Ça marche avec tout d'abord une coalition absolument gigantesque de tous les acteurs, de toutes les initiatives qui existent déjà. Nous ne sommes pas une initiative de plus, c'est vraiment une démarche qu'on met au service de tous les acteurs de l'environnement qui sont sur ce sujet depuis plusieurs années. Donc, il y a une soixantaine de partenaires qui sont derrière cette opération. Bien sûr, il y a des fondateurs qui nous ont aidés à la monter, qui sont en l'occurrence Kering, le groupe Kering, Monoprix, EDF, JC Deco, Soprasteria, EPSA et Citeo, mais aussi, et c'est très important, un partenariat très prononcé avec l'ADEME qui nous assure une maîtrise scientifique du débat de façon à vraiment ne pas tomber dans les pièges, et il y en a beaucoup concernant l'environnement. Et puis, enfin et surtout, les associations, les acteurs de terrain qui sont sur le terrain depuis très très longtemps, qui nous ont rejoints, que ce soit des associations, parfois des petites entreprises, et puis parfois des mouvements citoyens, notamment la LPO, Alta Obsolescence Programmée, Good Planet, La Ruche Kiliwi et plein d'autres que vous verrez dans les documents qu'on vous remettra. Et c'est vraiment la force de cette coalition qui est importante. Et cette coalition, on la met en mouvement de façon synchronisée entre trois étapes. La première étape, c'est une étape de consultation où, à la fin de l'année dernière, au début de l'année, on a posé une question ouverte à peu près 10 millions de personnes, qui est comment agir tous ensemble dès maintenant pour l'environnement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et cette étape de consultation n'est que la première étape. En réalité, on va commencer maintenant une deuxième phase absolument passionnante où, avec tous les acteurs de la coalition, pendant plusieurs mois, on va concevoir des actions, une petite dizaine d'actions civiles d'impact national qui vont impliquer un ou plusieurs partenaires. Et ces actions, pendant ensuite 2 ans, nous allons les incuber, nous allons trouver des financements, nous allons les mettre en œuvre. C'est vraiment une démarche synchronisée de la société civile à l'échelle nationale pour agir sur le sujet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va restituer la phase de consultation avec des éléments très, très intéressants. Et puis, on va éclairer ces résultats à la lumière de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire tout d'abord une crise sanitaire, et on a eu d'autres consultations qui ont eu lieu pendant la crise qui permettent vraiment de comprendre comment le sujet de l'environnement évolue et comment il devient de plus en plus important dans la population française, mais également à travers la crise économique qui commence et qui va créer une tension assez forte entre économie et écologie. Et pour cela, on accueillera des grands témoins qui vont, sur certains points de la consultation, nous éclairer et donner leur point de vue. Bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à la fin de la consultation. Vous le faites sur le chat à tout moment, et il y aura une longue période de questions-réponses pour ceux qui veulent. Alors, on parlait de la consultation, donc on va restituer cette consultation. Je parlais de questions ouvertes. Effectivement, notre volonté, c'était de toucher très, très, très largement les gens, et pas simplement les gens habitués, très mobilisés, très fortement, mais des gens représentatifs de la population française à très, très large échelle. On va voir les résultats, les volumes, ils sont très, très importants. On voulait sortir de l'entre-soi de la coalition, qui sont des acteurs engagés, mais du coup, pas la population française. Là, on va aller chercher l'estomac de la population française. Et dans cet estomac-là, on va aller chercher les idées qui sont
engageantes, mais surtout des idées consensuelles. Si on veut réussir à mettre en mouvement la société civile pendant 3 ans sur des actes sur lesquels tout le monde peut se retrouver, il faut commencer par activer les consensus. Donc, le grand sujet de cette consultation, c'est d'être capable de dire quels sont les, en l'occurrence, 13 consensus sur lesquels tous les Français sont à la fois engagés et d'accord, parce que ce seront les clés de mise en œuvre. Et c'est cela qu'on va vous restituer aujourd'hui, éclairé de quelques controverses qui sont intéressantes, qui ne seront plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, on ne travaillera pas sur les controverses, mais qui sont très intéressantes à la lumière de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Alors, en termes de chiffres de la consultation, on a eu des chiffres absolument gigantesques, puisqu'on a 540 000 personnes qui ont participé à la consultation. Ces 540 000 personnes ont proposé 13 600 propositions et ont eux-mêmes émis 2,3 millions de votes. Et c'est ces votes ou qualifications sur les propositions qui nous ont permis de trier ces propositions et de faire ressortir les consensus. Il faut bien comprendre que ce niveau de participation est exceptionnel. C'est la première fois en France qu'on atteint un tel niveau de participation. Ça démontre ce que tout le monde sait, c'est que l'environnement est devenu un sujet majeur maintenant pour tous les Français. Et là, encore une fois, j'insiste, les participants représentent toutes les régions françaises, toutes les tranches d'âge, de façon équilibrée, les genres de façon équilibrée. On est sorti de l'entre-soi et c'est pour ça que les résultats sont très intéressants. Alors, si je regarde les consensus, il y en a 13 consensus qui se structurent autour de 7 grands thèmes. Un thème largement prépondérant qui est le thème des déchets, 3 thèmes très importants mais un petit peu moins prépondérants qui sont alimentation et agriculture, nature et biodiversité, énergie et ressources. Et puis 3 thèmes un peu en mineur que sont sensibilisation, éducation, les transports et la politique fiscale. Donc je vais rapidement passer en revue les idées qui sont derrière ces thèmes et puis on fera des focus sur certains plus tard. Alors, sur les déchets, comme je disais, c'était le thème principal, on trouve le plus gros consensus, qui est diminuer, sinon arrêter le suremballage et les emballages individuels et trouver des alternatives. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a derrière, on a tous les sujets du plastique, bien évidemment, du poids de l'emballage, mais également des solutions de distribution comme le vrac, comme la consigne, toutes ces idées qui tournent et qui sont vraiment depuis maintenant au moins 1 an et demi très ancrées dans la population. Alors, bien sûr, on a tous vu ce qui s'était passé après le déconfinement sur les quais de Paris avec des déchets à ne plus savoir qu'en faire. Il ne faut pas imaginer que c'est un retour en arrière. Hein, dans la consultation qui a eu lieu sur le monde d'après, qui a eu lieu pendant le confinement, ce thème-là est resté extrêmement prépondérant. C'est un sujet de fond sur lequel on peut tous agir collectivement. Toujours dans les déchets, il y a une proposition autour d'améliorer les filières des services de tri et de recyclage, interdire le plastique et en particulier l'usage unique et trouver des alternatives. Et puis, une idée qu'on creusera tout à l'heure qui est augmenter la durée de vie des projets, des produits. La durée de vie des produits, c'est bien évidemment la lutte contre l'obsolescence programmée. C'est également la conception des produits qui permet leur réparabilité et la mise en place de systèmes de réparabilité. Deuxième grand thème, alimentation et agriculture. Sur ce thème-là, on a deux consensus. Un qui s'est extrêmement renforcé depuis le confinement, c'est favoriser les circuits courts et les produits locaux et de saison. On est vraiment dans un thème qui se renforce d'année en année, hein, qui est né il y a aussi 2 ou 3 ans, qui n'a rien à voir avec une logique de nationalisme ou de frontières, qui a à voir en fait avec presque un modèle de société. Il y a un besoin autour d'une économie à l'échelle des gens, par opposition à une économie où on se sent impuissant à la changer. Donc, ça s'exprime bien évidemment à travers des circuits courts, notamment sur l'alimentation. Donc, c'est ça qu'on va ressortir. Et ce circuit court, cet attrait pour une économie à l'échelle des gens, s'est encore renforcé pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, avec la notion d'indépendance qu'on a tous vu, comment assurer une indépendance sur un certain nombre de produits, notamment alimentaires.
Deuxième consensus sur l'alimentation et l'agriculture, la transition agroécologique, et qui est non seulement une transition vers des solutions bio, vers la baisse de l'élevage intensif ou de l'agriculture intensive, et puis voire vers des solutions plus exigeantes comme la permaculture. Mais là, en l'occurrence, c'est absolument relié au soutien des agriculteurs. On a passé une phase. Il y a vraiment maintenant une réunion entre les enjeux des agriculteurs et les enjeux de l'environnement à l'aune des Français. Troisième grand thème, nature et biodiversité. Alors là, dans nature et biodiversité, il y a limité la déforestation au sens large avec toutes les politiques. Donc là, on parle vraiment de ce qui se passe en Amazonie ou ailleurs, l'huile de palme, toutes ces considérations-là de politique générale et d'accompagnement de contraintes au niveau de la consommation pour pouvoir lutter contre ça. Mais il y a un thème qui ressort et qu'on a vu ressortir aussi, là aussi, c'est plus récent, mais il est ressorti beaucoup dans les municipales, qui est végétaliser les villes. Et ce thème-là est un thème un petit peu nouveau, mais extrêmement prégnant. Il est de nouveau sorti aussi dans le monde d'après. La végétalisation des villes est quelque chose qui a des vertus pour la qualité de vie et pour l'environnement, et qui est vraiment quelque chose de très, très fort en termes consensuels. Quatrième thème, énergie et ressources. Donc là, on trouve deux sujets. On trouve la lutte contre le gaspillage énergétique en favorisant les solutions alternatives, et ça, on le traitera tout à l'heure. Là, on parle évidemment de tout ce qui est énergie renouvelable, mais on parle beaucoup aussi d'isolation, et enfin d'un signal faible, pas si faible, mais qui fait beaucoup réagir, c'est la limitation des éclairages nocturnes. Voilà, qui est quelque chose qu'on va aussi ressortir un peu de façon transversale. Et puis un deuxième consensus, améliorer les systèmes de récupération et d'utilisation de l'eau. Là aussi, c'était une surprise de voir ce point précis ressortir, mais il est ressorti sous toutes ses formes, récupération de l'eau de pluie et réusage local des eaux usées. Ensuite, on arrive sur les trois derniers thèmes qui sont plutôt en mineur. Un consensus autour de la sensibilisation et l'éducation, améliorer l'éducation de la population dès l'enfance à l'écologie et aux pratiques responsables. Les transports, développer des transports plus écologiques qui limitent ceux qui polluent. Donc là, on parlera des transports parce que les transports plus écologiques, évidemment, on parle de mobilité douce, les transports en commun, et puis la limitation, on parle évidemment de ferroutage par rapport aux poids lourds, un point spécifique sur les paquebots, limiter les paquebots qui polluent. Pas encore à cette aune un point sur l'avion qui est ressorti dans le monde d'après, qui a un éclairage particulier. En revanche, comme on le verra tout à l'heure, il y a une très grosse controverse sur les transports qui vaudra le coup de regarder. Et puis enfin, politique fiscale. Alors, cette politique fiscale, en plus de tous les éléments de politique fiscale qui apparaissent un peu partout. Là, on parle globalement de tout le volet pollueur-payeur étendu partout. Et puis aussi un volet incitatif, des idées autour de la TVA sur les produits vertueux. On est vraiment sur une politique fiscale générique qui est un consensus. D'autant plus que d'ailleurs qu'il ne concerne pas les citoyens eux-mêmes, mais plutôt les industriels qui sont dans les règles évoquées. Alors maintenant, avant d'arriver au témoignage, dernier point, les controverses, juste pour les citer. Voilà 5 points sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Pas seulement pas d'accord au sens pour ou contre, pas d'accord au sens violemment pas d'accord. Il y a des gens qui sont extrêmement pour, extrêmement contre. Donc, la consommation de viande, la réduction de la consommation de viande n'est pas un consensus, c'est une vraie controverse avec des gens très pour, très contre. Et c'est un des sujets le problème qui se posera dans les années qui viennent dans la réconciliation de la population là-dessus. Deuxième controverse, démographie et natalité. Ça, c'était une surprise. La limite de la natalité ou la baisse des allocations ou des allocations négatives, des allocations familiales négatives, ce n'est plus un sujet tabou alors que ça l'était il y a un certain temps. C'est surtout un point qui est porté par les jeunes. Du coup, ça en fait une controverse assez forte, très, très clivante entre les gens qui
qui prônent cette maîtrise de la natalité ou au contraire, surtout pas. L'énergie nucléaire, pas de surprise, c'est une véritable controverse. La chasse, pas de surprise, c'est une véritable controverse. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, les voitures électriques, le lien à la voiture est globalement une controverse. Que ce soit la voiture électrique ou plus généralement la voiture individuelle, la place de la voiture dans la ville, on est clairement dans quelque chose où il n'y a pas du tout de consensus national sur le sujet. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir des grands témoins qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Et ce qu'on a voulu faire, c'est que sur chaque thème qu'on va aborder, on a donné la parole à un citoyen, un des citoyens des 540 000 citoyens qui a eu une proposition. Cette proposition a émergé. Et du coup, c'est une bonne manière de rentrer dans le sujet à travers une parole qui n'est pas une parole d'expert, qui est une parole de citoyen. Alors, sur ce premier point, on va regarder les diminutions et l'arrêt du sans-emballage et des emballages individuels et trouver des alternatives. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Sauvage, qui est le président d'une association qui lutte dans cette direction depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de président de Halte à l'obsolescence programmée. Et avant de passer la parole à Samuel, j'aimerais citer une citoyenne qui s'appelle Marinette Brûlé, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible ce matin, mais a vraiment souhaité que sa proposition qui a extrêmement émergé soit la base de la discussion et de la réaction de Samuel. La proposition de Marinette Brûlé est « Il faut valoriser les métiers de réparateur d'articles d'électroménager et assimilés pour pouvoir acheter du matériel réparable. » Alors, Samuel, bienvenue. Je vais vous laisser répondre sur cette question. Mais j'aimerais, au-delà de ça, vous poser une question peut-être un peu plus précise. Avec l'épidémie du Covid-19, selon vous, est-ce que le rapport à la consommation et notamment à la durée de vie des produits a changé? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour une utilisation accrue des projets, notamment du plastique à usage unique, ou au contraire à longue durée? Qu'est-ce que vous inspire ce thème et la proposition de Marinette et puis l'éclairage sur la crise sanitaire? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et cette belle enquête qui fait écho à nos travaux depuis plusieurs années pour allonger la durée de vie des produits. Et c'est vrai que ce témoignage de Marinette, il renvoie beaucoup de témoignages qu'on a reçus dans cette période. Nous, on est une association qui rassemble plus de 30 000 citoyens qui veulent que nos produits durent davantage, qui se rendent compte qu'il y a un gaspillage de ressources et d'énergie qui est insupportable. Et donc, on a constaté beaucoup d'alertes et de témoignages de ces citoyens qui rejoignent ce que vous dites en termes, ce que dit Marinette Brûlé, relancer ces activités de réparation. Parce que finalement, je pense que c'est une période qui a poussé les citoyens français à réfléchir, à se rendre compte qu'un tout petit virus pouvait mettre à mal l'ensemble de notre économie. Et finalement, c'est cette prise de conscience de l'interdépendance des êtres vivants. Alors, je vais reprendre la parole parce que je crois que nous avons perdu Samuel. C'est très dommage parce qu'on est au cœur de son point. On va attendre quelques… Oui, excusez-moi. Ah, le voilà. Bon, excusez-moi, petit problème technique. Donc, ce n'est pas surprenant que ces questions d'emballage soient revenues très rapidement. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on a constaté pendant cette période? C'est que c'était une période où, d'une part, c'est la sobriété qui a été expérimentée d'une manière contrainte par les Français.
mais ils se sont rendus compte qu'on pouvait consommer moins et ne pas être malheureux pour autant. Est-ce qu'on, voilà, de distinguer des besoins essentiels qui peuvent être celui d'être avec ses proches, de se reconnecter à la nature, voilà, de se nourrir, de se loger, et puis des besoins plus artificiels, cette course en avant dans la société de consommation. La période du confinement, elle a permis de consommer moins et de se rendre compte que finalement, on pouvait vivre autrement avec d'autres valeurs. Mais ensuite, si on consomme moins malgré tout, il faut continuer à vivre chez soi quand on est confiné. Et on a eu beaucoup de témoignages qui disaient, voilà, mon appareil est tombé en panne, par exemple. Et d'habitude, que font les citoyens quand leur appareil tombe en panne? Eh bien, ils courent en acheter un autre au lieu d'aller essayer de le réparer. Il faut savoir que dans à peu près 40% des cas, pour l'électroménager, eh bien, les appareils sont jetés alors qu'ils auraient pu être réparés. Donc, c'est ce que dit Marinette Brûlé, c'est voilà, comment est-ce qu'on met en avant ces métiers de réparateurs. Et en période de confinement, c'est difficile. On ne peut pas aller acheter un nouveau produit, on peut pas, ou c'est difficile de faire appel à un réparateur. Et les Français se sont rendus compte que les produits étaient vraiment non seulement peu durables, peu robustes, mais aussi irréparables. Bien souvent, ils sont conçus pour ne pas être réparés facilement. Et c'est le sens d'une des propositions qui a émergé dans votre enquête, c'est dire voilà, comment est-ce qu'on peut contraindre les industriels à rendre les produits réparables. Et là, voilà, je fais écho à vos téléphones portables, par exemple, où les batteries sont collées, où les vis sont d'une telle forme que vous ne pouvez pas démonter vous-même l'appareil, etc. Et donc, toutes ces techniques pour rendre l'irréparabilité de ces produits, eh bien, elles doivent être interdites. Et c'est ce qui est demandé par les citoyens. Et puis, ce qu'ils demandent aussi, c'est que les garanties soient plus longues. Par exemple, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des garanties de 5 ou 10 ans pour des produits comme des réfrigérateurs, par exemple, alors qu'aujourd'hui, les garanties, je vous le rappelle, elles sont de 2 ans. Donc, ces combats pour une meilleure durabilité et réparabilité des produits, ils ont été vraiment mis au goût du jour lors de la phase de confinement parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était plus autonome dans notre manière de gérer nos appareils électroménagers notamment, mais plus généralement, on a perdu ce sens de la réparation. D'où des propositions aussi qu'on a, nous, au sein de Halte à l'obsolescence programmée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas enseigner davantage la réparation au collège? Est-ce qu'on ne peut pas favoriser le métier de réparateur avec une TVA réduite? C'est notamment aussi ce qui ressort de votre enquête sur les mesures fiscales qu'on peut mettre en place. Donc, on a évidemment beaucoup de propositions à faire dans ce sens. Et finalement, pour conclure, moi, ce qui me frappe dans cette enquête, il y a deux choses particulièrement où les citoyens, à mon avis, ont vu juste. Alors d'ailleurs, on est tous citoyens, on est tous témoins, il n'y a pas forcément des experts et des citoyens d'un autre côté, mais ce qui m'a frappé, c'est d'une part le fait de dire la responsabilité, elle est quand même en grande partie sur l'État et les grandes entreprises, et donc un appel à agir, parce qu'il y a parfois une volonté de se défausser sur les citoyens, alors que le gros des pollutions, eh bien, il vient quand même des grands comptes et de l'État qui peut interdire des pratiques, qui peut taxer des pratiques. Et ça, il a son rôle à assumer. Et ça, c'est tout à fait positif à mon avis. Et puis, deuxièmement, c'est une volonté aussi de montrer qu'il faut une rupture. Il ne faut pas, au contraire, avec la crise, certains pourraient se dire oh, il faut sauver nos emplois, il faut relancer la croissance. Eh bien non, là, dans cette enquête, on voit qu'il y a une rupture à avoir dans notre modèle de préservation de l'environnement, qui peut certes créer des emplois, mais qui doit justement aller plus loin. Alors, quand on entend certains acteurs dire qu'il faut revenir en arrière parce qu'on a trop de contraintes environnementales, non, au contraire, il n'y a pas assez de mesures environnementales. Et la crise du Covid, elle a fait réfléchir, je pense, les Français sur toutes ces thématiques et c'est ce qui est, à mon avis, très positif. Bonjour, bah merci Samuel pour cet éclairage. Je pense que on est vraiment à un moment, moi je voudrais juste réagir sur cette notion de temporalité entre l'avant, l'après. On est, il y a eu beaucoup de débats sur savoir si effectivement
la priorité allait être à l'économie et non pas à l'écologie dans les mois qui viennent. On peut parler de ce qu'on souhaiterait. Moi, je voudrais apporter un éclairage. Je pense que le confinement et la crise sanitaire a fait franchir une étape de plus dans la prise de conscience citoyenne. Et quand je dis citoyenne, je dis nécessairement citoyen et collaborateur salarié. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment où tout le monde a eu sa part de citoyen qui a augmenté. Et ça va avoir des impacts dans les entreprises elles-mêmes. Donc, je crois, après avoir douté, hein, mais je crois maintenant assez fortement que pas le monde d'après, mais le réveil sera un réveil où le taux de responsabilité individuelle et collective sera plus fort que ce qu'on a malgré la crise économique. En tout cas, j'espère. Alors, on va passer au thème, au deuxième focus, sur favoriser des circuits courts, les produits locaux et de saison. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un focus un consensus qui se renforce. On l'a tous vécu, on a tous ressenti ce besoin d'une appropriation d'une économie plus locale. Nous allons éclairer ce thème-là avec deux parties. D'abord, une parole de citoyen, Nathalie Crenier, qui vraiment a eu une profession qui a extrêmement émergé, dont elle va nous parler, autour de l'agriculture locale et saisonnière. Et puis, une réaction de Alice Scott, qui est directrice de la communication éditoriale de La Ruche qui dit oui, qui est un des précurseurs de ce sujet. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre proposition et ce que vous avez envie d'éclairer dessus avant qu'on écoute Alice? Merci et merci pour l'occasion. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis pour une agriculture locale et saisonnière. Alors, pour 3 bonnes raisons. La première bonne raison, c'est pour notre sécurité alimentaire, pour ne plus dépendre de chaînes logistiques longues et complexes, pour garantir l'approvisionnement et la résilience, pour réduire l'impact environnemental, faire moins de transports, moins de kilomètres, moins de CO2, c'est bon pour la planète. Enfin, la deuxième bonne raison, c'est pour notre sécurité sanitaire. Alors, sécurité sanitaire pour bénéficier de fruits et de légumes qui seront de meilleure qualité, qui auront le goût des champs, pour varier les plaisirs tout au long de l'année, attendre les saisons, nous garantir les nutriments dont on a besoin au bon moment, c'est-à-dire respecter les cycles naturels tout simplement, et puis pour recréer massivement de la biodiversité. Et ça, c'est bon pour la planète. Enfin, la troisième bonne raison, pour moi, elle est pour les hommes. C'est pour être plus équitable. Pour être plus équitable, c'est-à-dire pour une juste rémunération des agriculteurs en diminuant la chaîne des intermédiaires, le nombre, et pour être plus juste aussi vis-à-vis des foyers qui sont en difficulté, en leur donnant accès à des fruits et des légumes moins chers que ceux qui seront cultivés sous serre ou qui seront importés. Alors, en conclusion, moi je pense que nous devons adapter notre système de production et de consommation face au changement climatique, c'est vraiment urgent. Je pense aussi qu'on doit vraiment reprendre conscience avec notre assiette et se demander comment les aliments arrivent dans notre assiette. Nous avons à peu près moins de 10 ans pour basculer d'un modèle à risque sanitaire majeur à un modèle régénérant, et c'est vraiment urgent, urgent. Donc vous l'avez compris, je suis pour un retour sur Terre, juste pour les hommes et sûr pour la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie pour cette explication extrêmement structurée. On va maintenant écouter la réaction de Alice Scott, directrice de la communication éditoriale de La Ruche qui dit oui, qui est un des pionniers en domaine de circuits courts alimentaires, à la fois sur la notion de circuit court, comme on vient de le voir, mais également sur une question qui est liée à la crise actuelle. Est-ce que la fermeture des frontières et des pénuries qu'on a pu vivre ont, à votre avis, souligné notre dépendance au commerce international dans des secteurs essentiels?
Et est-ce que le sujet de la production locale et des circuits courts, et bien évidemment de l'alimentation qui est votre spécialité, est-il d'autant plus pertinent pour être résilient face à la crise et qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit peu large, Alice, mais on vous écoute. On écoute votre réaction. Merci beaucoup. Merci à Nathalie pour cette introduction très claire et vous verrez que c'est en effet sur ces mêmes arguments que je vais vous proposer une argumentation. Alors, la crise qu'on vient de traverser, elle a révélé l'incroyable résilience des circuits courts. On en a tous été le témoin. Et avec la fermeture des frontières et les fortes contraintes sanitaires, on a tous vu l'approvisionnement alimentaire remonter comme un sujet extrêmement stratégique, soumis en fait à une forte pression qui portait sur plusieurs aspects. D'abord, un risque de rupture des chaînes d'approvisionnement. Comme on a pu le lire dans certaines tribunes ou même dans des articles de presse, eh ben, les chauffeurs routiers ne sont pas immunisés contre le Covid-19. Et donc, très vite, les chaînes longues qui reposent sur un va-et-vient et un balai de camions partout en France parce que l'on a moins de 2 jours d'autonomie alimentaire dans une métropole, par exemple. Ça représentait un premier risque fort d'impact et de rupture de l'approvisionnement. La deuxième pression ou le deuxième sujet fort, c'était une demande des consommateurs qui a énormément cru très rapidement, avec dans le risque de manquer un phénomène de stock qui a fait disparaître très rapidement certains produits des étals, comme la farine, on l'a tous observé. Et l'autre élément clé aussi de cette pression, c'est le fait que très vite, les producteurs se sont retrouvés privés de marché et en recherche de débouchés, même Rungis, et je pense que ça a été le cas de toutes les plateformes mines dans les métropoles. Il a fallu chercher des débouchés directs, directs avec les consommateurs. Donc, dans ce contexte de système alimentaire en crise que j'ai rapidement décrit, la question que je vais aborder avec vous, c'est pourquoi les circuits courts se sont avérés plus résilients. Eh bien, parce que, comme Nathalie l'a très justement pointé, en fait, en réduisant les intermédiaires et la distance parcourue entre les produits, ils ont 3 vertus, les circuits courts. Ils ont une vertu sanitaire, une vertu environnementale et une vertu sociale. Alors, au plan sanitaire, pour commencer, les circuits courts, ce qui a été intéressant par rapport au système des marchés, ça a été de voir que le mode de distribution qui repose bien souvent sur un préachat, avec la digitalisation et les drives par exemple, très vite ce mode de distribution il s'est avéré résilient parce qu'il a permis de contingenter les commandes. Il a permis d'éviter qu'il y ait de la monnaie échangée, autant d'éléments qui étaient clés en fait pour le respect des gestes barrières, sans oublier la préoccupation santé qu'on pourrait développer très largement, que Nathalie a bien cité, qui est que les productions locales, elles sont synonymes de qualité nutritive préservée, ça c'est assez avéré, et la question écologique et la préoccupation santé se sont vraiment rejoints chez les consommateurs en cette période de confinement. Du point de vue environnemental, ensuite, on sait que les circuits courts s'appuient sur une logique de transport limitée. Circuit court égale une distance réduite entre lieu de consommation et lieu de production. C'est aussi synonyme de moins d'intermédiaires. Donc, pour donner un exemple, à La Ruche qui dit oui, on est en général à 70 km entre le lieu de production et le lieu de consommation. Et dans le cadre du confinement, on a même amélioré cette donnée, cette performance avec moins de 50 km. Donc, ça veut dire moins d'émissions de CO2, évidemment, même si je pense que c'est une chose que vous avez pu tous noter parce que ça a émergé dans pas mal d'articles récemment. En fait, le transport, ça pèse peu dans l'émission carbone globale de l'alimentation, c'est moins de 6%. Donc l'autre sujet qu'il faut évidemment introduire quand on s'intéresse à la vertu environnementale des circuits courts, c'est les conditions de production qui, de fait, sont plus respectueuses de l'environnement. Ça a été démontré par des études de l'INRA notamment.
Donc, c'est plutôt ça la vertu écologique des circuits courts. Et en termes d'impact social, troisième sujet, les consommateurs ont remis de l'humain dans leurs achats alimentaires parce qu'en fait, ça les rassure de connaître la personne qui vend les œufs, la viande, la farine. C'est comme si ça les préservait d'une rupture de stock. Et ils ont aussi pris conscience de leur impact, ce à quoi leur acte d'achat allait servir. En l'occurrence, soutenir les producteurs. Nous, c'est une motivation qui a été remontée par près de 60% de nos membres dans le cadre d'une enquête qu'on a réalisée début avril, quand 38% seulement, j'ai envie de dire, recherchent des produits sains. Donc, en conclusion, dans ce moment de retrouvailles entre producteurs et consommateurs, les circuits courts, on l'a tous observé, ont été largement plébiscités. Ça a été documenté par quantité d'enquêtes. La presse a relayé le sujet comme jamais. Il est remonté en tête de quantité de consultations citoyennes, celle-ci et celle sur le monde d'après. Et moi, je tiens à dire qu'il y a eu énormément d'innovation et d'apprentissage pendant la crise, chez les producteurs comme chez les consommateurs, avec finalement un retour à la valeur, un retour plutôt de la valeur, du sens, et c'est aussi ça, en fait, la résilience. Donc, pour dresser quelques perspectives, avant de vous laisser la parole, moi, je voudrais préciser deux choses. Ce choix de consommation, on sait qu'il implique un budget alimentaire revu à la hausse, et finalement, ça, c'est ce à quoi les consommateurs ont consenti pendant le confinement. Et ils y ont consenti parce qu'en fait, ils ont compris l'importance de savoir ce qu'ils mangent et d'où ça provient. Et donc, c'est l'autre vertu, et ça pourrait être développé dans une autre discussion encore, qui est celle de la transparence et de la confiance induite par les circuits courts, grâce au lien direct entre producteurs et consommateurs. Et donc, je rejoins Nathalie aussi sur ce point, la pédagogie dans l'assiette, c'est un enjeu essentiel à tous les âges. Nous, à La Ruche qui dit oui, on s'y emploie grâce à notre magazine. Et en tout dernier lieu, je voudrais ouvrir sur un dernier sujet qui est de dire que le désir de durabilité, il ne peut pas reposer uniquement sur le consommateur. Et finalement, une question aux citoyens qui nous écoutent et qui auraient envie de rebondir, est-ce que le politique ne devrait pas intervenir pour encadrer un partage de la valeur plus juste entre producteurs et distributeurs? Voilà, et ça, c'était mon dernier point. Je vous remercie. Merci beaucoup Alice. Nathalie, est-ce que vous voulez dire deux mots en réaction à tout ça, d'inspiration en quelques secondes? Oui, je suis complètement en phase avec les mots d'Alice. Par contre, je me demande quand même, oui, effectivement, j'ai vu que le coût d'un produit bio est plus cher, évidemment. Maintenant, je pense qu'il faut faire des efforts aussi auprès des populations qui sont à faible revenu. Et je crois que c'est possible en diminuant justement le nombre d'intermédiaires, en diminuant justement la chaîne logistique. On doit arriver à faire une offre pour ce public fragile qu'il faut justement ramener à la conscience de l'assiette, comme on disait tout à l'heure. Et je ne vois pas encore ça. Je ne vois pas cette offre aujourd'hui. Merci Nathalie, c'est peut-être une des actions dans lesquelles on pourra avancer dans la phase 2. Ça me fait penser à ce qu'a fait par exemple C'est qui le patron avec une brique de lait qui a réussi à réconcilier une meilleure rémunération du producteur d'un côté et un prix accessible de l'autre côté. Donc c'est une bonne source d'inspiration. Alors, nous allons passer au troisième très gros consensus plébiscité dans la consultation, qui est la lutte contre le gaspillage énergétique et de tout ce qui peut permettre de favoriser des solutions alternatives. Alors, nous allons écouter un citoyen qui a fait une proposition qui a vraiment émergé, qui est Johan Gimbert, dont la proposition est: il faut subventionner le chauffage bas carbone, biomasse, pompe à chaleur solaire dans les logements neufs et pour la rénovation. Et nous écouterons après la réaction, l'explication, l'éclairage de Anne-Marie Ducroux, qui est présidente de la section environnement du Conseil économique, social et environnemental, le CESOP, sur cette question-là. Johan, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière votre proposition, le pourquoi?
pourquoi, le comment et la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Johan, j'ai 27 ans et je suis ingénieur à Belfort. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur résidentiel représente environ 20% des émissions de CO2 en France, notamment à cause du chauffage et de la production d'eau chaude. Donc, si on veut véritablement décarboner ce secteur, eh bien, il va falloir se passer totalement des énergies fossiles, comme le fioul ou encore le gaz. Heureusement, il existe déjà des solutions et elles sont aujourd'hui rentables. Donc, c'est le cas de la biomasse, des pompes à chaleur ou du solaire thermique. Donc, par exemple, avec les chaudières à biomasse, eh bien, ce sont des chaudières qui vont utiliser du bois ou des granulés pour produire de la chaleur. Et ce type de chauffage va émettre en réalité 10 fois moins de CO2 qu'une chaudière au fioul. Donc c'est vraiment une très bonne solution, d'autant plus si le bois provient de forêts durablement gérées. Ensuite, on a les pompes à chaleur. Donc, ce sont des systèmes qui vont utiliser l'électricité pour extraire la chaleur de l'air, du sol ou encore de l'eau. Donc, si on compare ça, par exemple, à un chauffage électrique, eh bien, pour la même quantité d'électricité, une pompe à chaleur va permettre de produire environ 4 fois plus d'énergie de chauffage qu'un radiateur électrique. Donc, c'est véritablement une solution très efficiente. Ensuite, on a également le solaire thermique. Donc, c'est le principe d'utiliser l'énergie du soleil pour chauffer de l'eau. Et en plus, contrairement aux panneaux photovoltaïques qui sont utilisés pour produire de l'électricité, eh bien, les panneaux solaires thermiques vont utiliser très peu de ressources et de minerais pour être fabriqués. Donc, encore une fois, c'est une très bonne solution. Donc, je pense véritablement que l'État doit se saisir de ce sujet et subventionner toutes ces technologies de chauffage propre afin qu'on puisse totalement se passer des énergies fossiles, du fioul et du gaz. De plus, associé à des travaux de rénovation et d'isolation thermique, eh bien, je pense qu'on peut réduire drastiquement l'impact du secteur résidentiel sur l'environnement. Voilà, je vais maintenant passer la parole à une experte du gaspillage énergétique. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Johan. Donc, Anne-Marie, vous êtes présidente de la section environnement du CESE. Alors, vous allez réagir au propos de Johan, prendre un petit peu de recul, de éclairage par rapport à la situation. Et puis, peut-être répondre à une question un peu plus spécifique sur est-ce que la question, d'après vous, de l'indépendance énergétique qui a été soulevée pendant la crise, est-ce qu'elle va être favorable aux énergies renouvelables produites localement ou au contraire, elle va inciter à un retour vers d'autres formes de production énergétique? Anne-Marie, c'est d'abord. Merci d'abord pour votre invitation et pour cette occasion d'échange avec des citoyens et dans le cadre de cette forte mobilisation que je salue. Vous l'avez dit, Axel, l'environnement apparaît comme un enjeu majeur. Alors, je me permets de dire que cet enjeu, bien sûr, ces enjeux, parce qu'il y en a de multiples à l'intérieur de l'environnement, existent malheureusement, sont sur la table depuis des décennies déjà. Simplement, ils sont de plus en plus perçus et c'est ça qui est peut-être la véritable nouveauté. Maintenant, il reste à passer à l'action, à faire de véritables choix en faveur de l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être un mot aussi pour vous dire que le Conseil économique social s'est ajouté ce mandat de l'environnement depuis une dizaine d'années avec sa réforme et c'est au sein de cette formation de travail que j'anime, que nous produisons un grand nombre de recommandations et que vous pouvez consulter en ligne si vous le souhaitez, tout est accessible. Donc, ces enjeux existaient bien avant la crise sanitaire, ils ont été mis en lumière par la crise, parce que finalement une crise, quelle que soit d'ailleurs sa nature, elle révèle des choses, elle amène à réfléchir différemment, en tout cas pour ce qui est de l'environnement. Il faut espérer que ce sera durable et ce n'est pas encore gagné, parce que, bien sûr, beaucoup d'acteurs envisagent de mettre d'autres priorités sur la table et n'arrivent pas à comprendre comment les enjeux de l'environnement sont complètement intrinsèquement liés à toute la vie des sociétés, y compris à la vie économique et à la vie sociale. En l'occurrence au CESE, et je termine sur ce point, on a vraiment essayé de mettre en valeur combien finalement la crise avait une origine dans l'environnement, la crise dont on parle à l'instant,
puisqu'il s'agit de nos pratiques à l'égard de la biodiversité. Il ne s'agit pas de la biodiversité, mais de ce que nous en faisons, qui est sujet à problème. Et finalement, ces enjeux de la biodiversité sont vraiment trop sous-estimés, alors qu'ils sont au moins aussi importants que ceux du climat et surtout en interaction avec les enjeux du climat, de la santé, etc. Alors, vous faisiez, Johan, des remarques pour finalement avancer vers une décarbonation. Ben, c'est bien l'enjeu, effectivement, parce que peut-être rappeler aussi que l'empreinte carbone des Français, elle est à 11 tonnes 2 par habitant, en tout cas à 2018. Et la cible, c'est-à-dire ce que nous devons atteindre à 2050, c'est 2 tonnes par habitant. Donc on voit vraiment le gap qui est à franchir. Et donc ça veut dire qu'il faut mener cette recherche d'efficacité, voire cette recherche de rupture avec des pratiques précédentes dans tous les domaines, et bien sûr dans les domaines les plus émetteurs, comme le sont le bâtiment et les transports, dont on va parler ensuite, je pense. Dans le bâtiment, vous avez rappelé les chiffres des 20%. Effectivement, et c'est bien par un effort sur la partie chauffage, et notamment chauffage au fioul et en partie au gaz, qu'il faudra mener cet effort en changeant finalement les sources des énergies qui permettront ce chauffage et la production d'eau chaude. Alors, derrière tout ça, pour aller un petit peu plus loin, finalement, ce qui est notre enjeu collectif, sociétal, politique, c'est de diversifier notre mix énergétique. On appelle ça le panier de toutes nos sources énergétiques, et le mix électrique en particulier. Pour différentes raisons, j'ai malheureusement pas le temps de les expliquer, mais en tout cas, au minimum, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit traditionnellement, et donc ne pas dépendre que d'une seule énergie, ce qui est aujourd'hui massivement le cas, enfin, au moins de 2 énergies. Notre objectif, c'est évidemment d'accroître toutes les énergies renouvelables, et on se situe en l'occurrence aussi dans un objectif européen et un objectif français. Il va falloir vraiment changer de dimension sur le sujet. On est encore assez loin du compte, même si finalement les politiques françaises essayent d'évoluer, fixent surtout des objectifs, quelques mesures d'accompagnement, bien sûr il y en a, mais elles sont encore insuffisantes tant pour décarboner que pour changer de mix énergétique. On est très très loin encore des trajectoires que l'on s'est fixées, des objectifs, donc il va falloir vraiment changer de dimension dans les années à venir. Et ceci, ça fait d'ailleurs écho avec ce que tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, on a un peu tendance aussi sur ce sujet, il faut le dire, je vais d'ailleurs le dire à l'inverse de ce qui a été dit tout à l'heure, on a tendance aussi à toujours vouloir que l'effort soit porté par l'État et par les grandes entreprises. Il faut qu'on s'interroge tous sur tout ce qu'on peut faire, chacun individuellement aussi, parce que, et je le vois aussi au sein de la Convention citoyenne pour le climat, parce que je suis membre du comité de gouvernance et que je suis ce process depuis 1 an, on voit aussi une tendance à finalement à vouloir fixer des contraintes pour les autres, mais beaucoup plus difficilement pour soi-même. Et c'est vrai que c'est difficile. Donc, je crois que là, on est dans le bâtiment, dans les transports, et notamment les transports individuels, dans des émissions diffuses notamment. Et il faut vraiment que ça se traite à l'unité, bâtiment par bâtiment, donc propriétaire par propriétaire, locataire par locataire, plus bien sûr l'accompagnement des politiques publiques qui sont nécessaires. D'une manière générale aussi, vous parliez et vous incluez tout ça dans une réflexion sur le gaspillage et le gaspillage énergétique en particulier. J'ai été particulièrement intéressée par les mentions qui ont été faites ou l'attention qui a été portée au gaspillage qui vient de l'éclairage public ou des éclairages urbains en général, qui peuvent être d'ailleurs publics et privés. Parce que je voulais quand même vous rappeler, c'est un sujet que je connais très bien, que la France dépense 2 milliards d'euros par an pour ce seul point, et 1 milliard notamment en maintenance et 600 millions d'euros en investissement, 500 millions d'euros en consommation.
Il est très difficile finalement de dire aux citoyens faites des efforts énergétiques quand ils voient dans leur rue des gaspillages insensés énergétiques, tout simplement parce qu'on n'a jamais réfléchi à la question, qu'on ne prend pas les choses de manière globale et qu'on ne s'interroge plus sur les finalités des choses. Donc depuis des décennies, eh bien, on a augmenté de plus 94% la lumière émise en France en 20 ans seulement, et on a 11 millions de points lumineux. On ne s'interroge pas de savoir si c'est absolument nécessaire de les éclairer toute la nuit, partout en France, sur tout le territoire, alors qu'en fait, régler les choses en fonction des besoins, bien entendu, puisque c'est ça qui compte, mais en fonction des besoins et non pas selon une norme théorique, eh bien, c'est la manière finalement de progresser. Ça veut dire qu'il nous faut reconcevoir les usages et par exemple, gérer mieux les durées d'éclairement. Donc, vous avez dit qu'il fallait finalement, et la crise l'a montré, aller vers plus de sobriété. Ce point que vous avez particulièrement soulevé le montre aussi, l'illustre particulièrement. Il a été évoqué l'éclairage des vitrines. Eh bien, sachez que ce sont déjà des éclairages interdits à partir d'une certaine heure depuis 2013 et confirmés en 2018. Malheureusement, là, on est dans une politique publique relativement orpheline parce qu'on a réussi à faire passer des textes, mais il n'y a pas de contrôle, pas de suivi de l'application de la réglementation et évidemment pas de sanctions, ce qui fait qu'on ne progresse que très faiblement par rapport à ce qu'on pourrait gagner à tout point de vue, d'abord en gaspillage énergétique, puisque c'est le point par lequel vous entrez, mais en fait, l'éclairage a des conséquences sur l'ensemble de l'environnement, dont la biodiversité. Donc, vous voyez, même ici, sur ce seul point, avec une approche globale, on pourrait progresser énormément, tant à l'échelle des collectivités, des entreprises, de l'État, que des individus. Et les individus sont très sensibles à ce sujet désormais, parce qu'ils le voient vraiment visuellement, si je peux dire. Merci beaucoup Anne-Marie, parce que c'était vraiment très large. Tout ce qui concerne l'énergie est quelque chose qui est critique. Merci d'avoir souligné le rôle de l'action individuelle coordonnée avec l'action volontaire, de ne pas tout mettre comme une solution d'État, parce que c'est vraiment le credo sur lequel on s'inscrit. Comme on court un peu dans le temps, je ne vais pas repasser la parole à Johan, mais plutôt Anne-Marie, j'aimerais vous entendre un peu sur les transports. Les transports sont pleins de paradoxes, et notamment le paradoxe de la voiture individuelle. Est-ce que l'angoisse du virus a diminué l'envie de transport en commun et pas une resurgence de l'envie de voiture individuelle? Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus et qu'on trouve un chemin, même si ce n'est pas un consensus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure? J'étais très intéressée par la présentation initiale des controverses parce que je ressens assez globalement les mêmes thèmes en différents lieux dans lesquels je participe, et notamment au CESE. Donc, je confirme notamment sur la partie voiture individuelle que c'est un débat. D'abord parce que finalement, c'est ce que j'indiquais juste avant, on est toujours enclin à accepter des contraintes pour des acteurs qui sont d'autres acteurs et finalement difficilement pour soi. Mais on voit aussi pourquoi, parce que bon, d'abord on a été, je sais pas comment dire, conditionné aussi dans une vision de l'automobile, de l'usage qu'on en a, de l'absence d'externalité ou d'impact qui n'était jamais montré de l'automobile. Et c'était un synonyme de puissance, de toutes sortes de choses. Bon, je vous passe tous les détails, vous savez tout ça aussi bien que moi. Mais il faut se défaire de tout ce conditionnement, notamment accentué par la publicité. Il faut aussi comprendre que c'est une entrave à la circulation et la liberté de circulation. Et la crise telle qu'on l'a vécue, c'était d'abord une réduction de liberté. Donc on peut comprendre que ce soit un sujet difficile à traiter parce que accepter une réduction de liberté, pour personne, c'est facile. Et même peut-être que ça ne devrait pas être souhaitable. Maintenant, on sait aussi que liberté et responsabilité doivent être regardées ensemble.
Et c'est là que le débat naît pour voir où est-ce qu'on peut poser notre propre curseur ou le curseur collectif. Je tiens quand même aussi à dire une chose importante pour que le débat soit très nuancé, qui reflète aussi ce que j'entends, c'est que beaucoup de Français réagissent à ce point parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. La question elle se pose effectivement d'une manière très très différente quand vous êtes dans une métropole où il y a des alternatives avec des combinaisons de transports, des transports en commun. Mais si vous êtes en zone rurale, voire périurbaine, la voiture elle est finalement indispensable à votre autonomie. Donc il est normal aussi, si vous n'avez pas d'autre choix, que vous réagissiez très différemment à cette perspective, même si on vous explique rationnellement que ce n'est pas souhaitable ni pour l'environnement, ni pour le carbone, ni pour l'énergie, ni pour rien. C'est un débat aussi assez intense dans la Convention citoyenne pour le climat. Je ne peux pas les révéler tous parce qu'évidemment, les mesures ne sont pas encore rendues publiques ni votées, mais on a eu des débats sur ce sujet, notamment sur la réduction de vitesse individuelle au regard de la réduction du GES, des GES notamment, des gaz à effet de serre. Donc, je sens bien la société traverser des mêmes choses que celles que vous évoquez. Mais néanmoins, il faut quand même avancer avec des mesures d'aide, d'accompagnement, d'incitation, peut-être plus facilement acceptables que celles des contraintes. Mais le gap est fort, hein, donc ça veut dire que quelque part, un jour, il y aura quand même de la contrainte très probablement. Sur la voiture électrique, c'est une poupée russe, hein, votre sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi du débat sur la voiture électrique. Alors, on a besoin de créer des alternatives aux moteurs thermiques et à l'utilisation d'énergie fossile. Ça, c'est indiscutable parce que nos objectifs et là où on en est par rapport à la trajectoire, on en est très loin. Donc, il faut vraiment changer de mesure. On a besoin de diversifier les flottes automobiles, mais ça a des conséquences aussi sur toutes les infrastructures, sur le besoin de bornes de recharge. Il faut savoir des tas de choses qui n'ont finalement pas été pensées. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne réfléchit pas clairement à qui paye quoi dans les recharges qui sont mises dans l'espace public. On assiste aussi à un nouveau credo sur lequel on peut aussi s'interroger, qui veut dire que le tout électrique est finalement tout écologique. Bien, nous, on sait que tous les sujets sont infiniment plus complexes et qu'il faudra avoir une approche beaucoup plus globale de ces questions, parce qu'une voiture électrique, c'est un bilan environnemental qu'il faut faire aussi. Ce n'est pas seulement le fonctionnement de l'énergie utilisée, c'est qu'est-ce qu'on a comme bilan environnemental de la voiture avec celui des batteries qu'on utilise, de l'utilisation des terres rares qu'on extrait à un coût environnemental extrêmement cher, plus leur transport depuis la Chine. Vous voyez, c'est autre chose. Derrière les véhicules électriques, il y a aussi le bilan de l'emploi, puisqu'on sait que finalement, il y a moins besoin d'emploi quantitativement pour faire de l'électrique que du thermique. Alors forcément, ce sont des questions pour les salariés concernés sur ce sujet, et c'est là qu'on voit qu'on a besoin de politiques publiques pour accompagner la transition des emplois, qui est évidemment nécessaire. Donc, vous voyez, même dans ce sujet, il y a des sous-sujets qui eux-mêmes sont tous un objet de débat entre plusieurs types d'acteurs. Je pense que là, vous posez bien la problématique de l'environnement dans sa complexité et dans la nécessité de trouver un sens commun pour pouvoir être opérant, parce que sinon, on se perd dans cette complexité. La voiture est peut-être le cas ultime de tout ça. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour votre témoignage. Je suis très, très heureux aujourd'hui maintenant d'accueillir Fabrice Boissier, qui est le directeur général délégué de l'ADEME, qui est partenaire de toute l'opération. Je veux dire, par sa position, Fabrice a une vision très large sur tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, les 13 consensus, mais également les points particuliers que sont les circuits courts, une consommation plus durable, la mobilité. Et on pensait que c'était très intéressant de prendre du recul. On va passer dans une phase d'action qu'on va un peu vous caractériser tout à l'heure, mais gardons ce moment de recul par rapport à la situation actuelle, tellement singulière, un avenir tellement incertain et des enjeux tellement critiques. Voilà, Fabrice, bienvenue et nous vous écoutons pour cette mise en perspective. Bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un vrai plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour échanger suite à cette grande consultation sur les citoyens et l'environnement.
Nous étions ADEME partenaire de l'opération, ça nous semblait tout naturel puisque l'ADEME, vous le savez peut-être, c'est un établissement public dont la mission c'est d'accompagner la transition écologique de la société française. D'ailleurs, on vient de changer notre signature, maintenant on s'appelle Agence de la transition écologique. Et donc, pour cette transition écologique, on a besoin de la société civile, on a besoin de toutes les forces vives de la nation. Et donc là, cette consultation était un élément qui vient aussi éclairer l'état des envies, de l'opinion, de la capacité d'engagement de nos concitoyens. Alors je dis c'est un éclairage parmi d'autres parce qu'il y a bien sûr d'autres façons d'éclairer les choses. Je pense notamment à la Convention citoyenne qu'Anne-Marie Ducroux citait à l'instant. Alors les résultats de cette consultation, voilà, ils sont percutés par la crise qu'on vient de vivre. Et donc, c'est difficile de prendre du recul, comme vous le demandez, pour essayer de rassembler un peu toutes ces idées. Je voudrais peut-être m'accrocher à un point qui a été réinterrogé par la crise, c'est le rapport à l'espace. On a tous été confinés entre notre chambre et notre salle à manger, et donc le rapport à l'espace, on a été amené à le repenser et peut-être à le revivre différemment. Et ce rapport à l'espace, si on regarde à l'autre extrême, c'est celui de la mondialisation. Et on a vu aussi que la crise avait re-questionné cette question de la mondialisation avec les problèmes d'approvisionnement qu'on avait pu avoir ou de rupture de certains produits. Et donc, entre les deux, entre notre salon et l'espace monde, il y a le territoire. Et le territoire, nous en sommes convaincus à l'ADEME, je pense que le gouvernement aussi et beaucoup de nos concitoyens de plus en plus, le territoire va être un facteur clé pour réussir la transition écologique. On a déjà vu depuis plusieurs années les collectivités s'engager de manière très volontaire et très active dans tout un tas de sujets d'action, parfois en avance de la demande des concitoyens. Donc, c'est les collectivités qui ont poussé un peu à des évolutions, parfois au contraire sous la pression des citoyens ou des entreprises ou des ONG pour faire évoluer leur politique. Et donc là, on a un atout qui permet de répondre à beaucoup des idées qui sont sorties de cette consultation. Je pense notamment à la question des circuits courts, des produits locaux. Tout ça, ça veut dire qu'il faut réinventer un peu un métabolisme du territoire. Toutes les questions sur le gaspillage énergétique, les collectivités sont en première ligne. Anne-Marie Ducroux parlait de la question d'éclairage, bien sûr, mais la rénovation énergétique doit être organisée aussi par les collectivités, ne serait-ce que pour informer les citoyens, pour organiser aussi l'écosystème des entreprises qui pourront intervenir. Et puis, le développement des énergies renouvelables, on voit que c'est l'occasion de développer des systèmes énergétiques beaucoup plus locaux. Il y a aussi les questions qui étaient sorties de la végétalisation en ville ou de la reforestation. Donc, tous ces éléments se jouent sur les territoires et ça, on l'a vu émerger depuis plusieurs années. Et ma conviction, la crise d'aujourd'hui ne va rien changer là-dessus. Au contraire, elle va renforcer cette dynamique. Et donc, cet ancrage territorial va être un des facteurs clés. Deuxième élément en lien avec ces territoires, mais peut-être pour apporter un petit bémol, sur la question qui est émergée à la fois dans la consultation sur favoriser les circuits courts et puis lors de la crise, on a vu qu'on avait besoin de relocaliser un peu nos productions. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. La relocalisation de nos économies ne va pas être un long fleuve tranquille, ça ne va pas être un basculement intégral, et ce pour plusieurs raisons. On voit déjà que passer d'un système mondialisé à un système local, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. J'écoutais ce matin à la radio qu'on a des problèmes de surproduction de masques en France alors qu'on était en pénurie il y a quelques temps. Et donc, on voit que gérer une économie locale, ce n'est pas évident. Se posent aussi les questions d'économie circulaire, dont on sait que c'est une grande force de la transition écologique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est aussi un facteur de résilience. Lors de la crise, j'ai échangé avec beaucoup d'entreprises engagées dans l'économie circulaire qui avaient choisi de s'approvisionner auprès d'autres entreprises locales dont les déchets pouvaient devenir leur matière première. Mais quand on arrive dans une crise où le fournisseur, lui, tombe en rade à cause de la crise, et ben, l'entreprise est aussi gênée dans son activité. Donc, une entreprise d'économie circulaire, elle est peut-être plus vulnérable à des crises comme celles qu'on a vécues que dans des systèmes où on a des grands systèmes de distribution qui peuvent apporter certaines robustesses. Voilà, donc tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. On va vraisemblablement aller vers des systèmes hybrides de production
avec plus de local, là où il y a vraiment de la valeur ajoutée, des attentes de nos concitoyens, je pense à la question de l'alimentation qui a été largement traitée tout à l'heure, et on aura besoin aussi de production un peu centralisée pour des objets technologiques dont on a besoin pour l'énergie, dont on a besoin pour la médecine, et ça restera. Donc il faut qu'on apprenne à vivre dans ce monde un peu hybride avec différentes focales de territorialisation. Je voudrais maintenant passer un peu à un deuxième angle, c'est celui du rôle de la société civile dans cette transition écologique. Anne-Marie Ducreux soulignait on ne peut pas tout demander à l'État, on ne peut pas tout demander aux grandes entreprises. Il faut que la société civile soit aussi un acteur, et elle l'est déjà. La consultation et l'engouement pour cette consultation le montrent. Question, après la crise, comment cet engagement peut-il se concrétiser? Et ben, je dirais la première chose, c'est qu'il faut maintenant que les intentions, les opinions exprimées se traduisent par du passage à l'acte, par de la mise en pratique. On sait que c'est très compliqué de changer de comportement individuel. On a des contraintes extérieures, on a des contraintes psychologiques, on a des contraintes sociales, matérielles. C'est difficile de changer de comportement. La crise qu'on a vécue, qui a été vécue dramatiquement par certaines personnes, a pour tous en tout cas été un moment de rupture. Et ces moments de rupture, c'est peut-être aussi l'occasion de revoir certaines choses qui nous paraissaient évidentes. Je prendrai deux exemples qui font lien avec la question des transports qui était abordée tout à l'heure. On voit le vélo qui a doublé d'utilisation après le déconfinement par rapport à avant le déconfinement. C'est énorme. J'ai l'espoir de penser que c'est un déclic qui peut être durable parce que les gens découvrent des nouvelles pratiques. Les collectivités ont mis en place des itinéraires cyclables avec le soutien de l'État qui a dégagé un plan de 60 millions d'euros. On a vraiment une dynamique qui se met en place. Ça peut être un moment de bascule et on va voir que la pratique du vélo va devenir beaucoup plus populaire en France et peut-être rejoindre celle d'autres pays européens qui sont en avance par rapport à nous. Autre exemple, le télétravail. On a vécu un télétravail forcé pour beaucoup d'entre nous pendant ces 2 mois de confinement. Ça peut faire émerger de nouvelles idées, d'abord de nouvelles envies de la part des salariés, de nouvelles idées de la part des entreprises qui s'aperçoivent qu'elles peuvent organiser autrement leur travail. Et donc, autour de cette question du télétravail, il y a aussi un moyen de réorganiser un peu un volet important de nos vies qui est celui de la vie professionnelle. Donc ça, c'est des éléments où la crise peut être l'occasion d'un passage à l'acte. Autre point aussi, et là je serai plus interrogatif, sur cette demande de circuits courts qui émerge, sur cette demande de produits moins impactant l'environnement avec une diminution de l'usage du plastique, nous on constate avant la crise un hiatus entre ce que disent les gens et ce qu'ils achètent. Même si on a des développements forts vers des pratiques durables de consommation, le trend de consommation, de grande consommation, reste quand même puissamment ancré dans la société française. Est-ce que la crise qu'on a vécue va permettre de nous recentrer sur nos vrais besoins, de repenser dans des logiques de sobriété, d'allongement des usages? Je ne le sais pas. C'est sans doute là aussi où la société civile a à s'emparer de ces sujets grâce au tissu associatif, grâce à des initiatives locales, pour essayer de faire progresser ces questions-là. Pour terminer sur le rôle de la société civile, je voudrais insister sur un point. Nous sortons d'une crise qui a mis à mal notre corps social, qui a été vécue durement par certains d'entre nous et qui a mis en évidence certaines fragilités du point de vue de la solidarité de notre société. Il n'y aura pas d'action écologique si elle n'est pas solidaire. Lors de la crise, on a pu voir qu'on se trouvait dans une situation où il y a des pénuries alimentaires dans certains quartiers. C'est-à-dire que se nourrir devenait un vrai problème pour certains. On a vu aussi la question de la fracture numérique apparaître avec force. Je pense notamment à tous les collégiens, lycéens qui n'avaient pas forcément des moyens pour pouvoir suivre leurs cours. On a vu s'il n'a pas fait froid, mais s'il avait fait froid pendant ce confinement, imaginez la situation des gens qui sont en précarité énergétique, des questions de salubrité sanitaire dans des locaux mal chauffés et humides, ça aurait pu être aussi dramatique. Donc voilà, ces fragilités, elles sont là, il faut les prendre en compte. L'État a son rôle à jouer, les collectivités, les entreprises, mais la société civile peut aussi s'assurer que les changements de pratiques embarquent vraiment tout le monde et aussi les plus démunis. Je prends 2 exemples. Les cantines scolaires, c'est un lieu formidable
pour que ce qui est demandé dans la consultation, à savoir de favoriser les circuits courts des produits locaux de saison et vertueux en termes mentaux et sanitaires, se développe. Donc, il y a des élections municipales en cours, c'est le moment, l'ensemble du corps social se mobilise pour demander que tous les candidats mettent à leur programme et mettent en place ensuite des programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, de passage à des circuits courts, du développement du bio avec des produits locaux et de saison. C'est une vraie opportunité, il faut avancer là-dessus. Deuxième exemple, l'économie sociale et solidaire, qui est une vraie force en France, économique et de lien social. On a un réseau de ressourceries qui s'est développé progressivement. La loi sur le gaspillage et pour l'économie circulaire qui a été votée en février va relancer, donner des conditions plus favorables à ces ressourceries pour qu'elles se développent. On a une certaine inquiétude parce que la crise les a mises à mal. Bien sûr, les gens ne venaient pas déposer leurs objets, les gens ne venaient pas chercher des objets pendant cette crise. On ne sait pas comment elles vont pouvoir s'en sortir. C'est souvent des structures fragiles là dans l'immédiat. Mais il faut que ce système des ressourceries s'ancre dans les pratiques parce que c'est un lieu pour faire l'économie circulaire et c'est aussi un lieu où on peut donner accès à des produits de bonne qualité à des gens qui ont peu de moyens. Voilà, donc c'est ce genre de pratique. J'ai cité deux exemples très différents, les cantines scolaires qui concernent les collectivités au premier chef, mais avec la pression des citoyens, les ressourceries qui concernent vraiment tout le tissu de l'économie sociale et solidaire et tout le tissu des acteurs qui vont pouvoir apporter des objets ou utiliser ces objets, montrent que la société civile a vraiment un rôle à jouer important pour que cette transition écologique, elle reste solidaire. Et donc c'est, je pense aussi, un des éléments que la crise a mis en lumière. Il ne faut pas dissocier transition écologique et problème de solidarité. Voilà, donc je m'arrêterai là pour cette petite prise de recul, parce qu'on est donné 5 minutes et je crois que je les ai dépassées. En tout cas, un grand merci pour cette opération et puis pour les suites qui vont être données avec les chantiers qui vont s'ouvrir, auxquels on sera heureux de nous associer. Merci, et merci Fabrice. Vous avez commencé en disant que c'était difficile de faire une mise en perspective. Je ne sais pas ce que vous êtes capable de faire quand c'est facile, parce que là, c'était extrêmement, je dirais, éclairant sur la complexité de ce à quoi on est confronté et sur peut-être quelques pistes pour s'en sortir. Merci infiniment et merci à l'ADEME de nous aider à garder le cap dans cette grande cause qui va durer 3 ans. Merci. Alors, j'accueille maintenant Estelle Collat, qui est la directrice des grandes causes de Make.org et qui va nous expliquer les prochaines étapes. Comme je vous l'évoquais, ça dure 3 ans. Nous ne sommes qu'au début. Et rapidement, de vous expliquer comment nous allons transformer cette manne, cette compréhension citoyenne en action concrète menée par la société civile. Estelle, à toi. Alors, merci à tous déjà pour ces éclairages particulièrement riches et intéressants. Alors, je vais vous parler de la suite. La suite, ça va se passer sous forme d'ateliers, des ateliers physiques qui auront lieu fin septembre, sous la forme de 2 jours, 4 demi-journées, durant laquelle vous serez invités à participer. Nous allons mixer des profils très variés dans ces ateliers, c'est-à-dire à la fois des associations, des entreprises, des startups, des institutions comme l'ADEME, et puis des citoyens. Donc, vous pouvez tous y participer. Ce seront des ateliers qui seront sur les thématiques qui correspondent aux idées émergentes de la consultation. Nous aurons à la fin de ces 2 jours environ 50 pistes d'action et ensuite commencera un gros travail d'enrichissement, d'approfondissement de ces idées pour à la fin en sélectionner entre 6 et 10 qui représenteront le plan d'action de la société civile. Et donc derrière, nous financerons, nous porterons avec des porteurs de projets de terrain, donc des associations et des institutions et des entreprises, nous porterons ces actions pour qu'elles puissent permettre de changer la donne sur le sujet.
Alors, chose importante, si vous souhaitez participer à ces ateliers, évidemment, vous pouvez recevoir des inscriptions. Vous allez recevoir une inscription potentielle, un lien potentiel pour vous inscrire après la conférence, si vous êtes sur Zoom. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez laisser dans les commentaires un commentaire qui nous permet de vous envoyer aussi les informations. Donc voilà, on sera ravis de vous retrouver durant ces ateliers qui auront lieu fin septembre. On vous redonnera la date exacte dans les prochains jours. Merci, merci beaucoup Estelle. Je voudrais, avant de conclure et puis d'ouvrir des questions, remercier infiniment nos témoins, Samuel, Alice, Anne-Marie et Fabrice, pour leurs éclairages, le temps qu'ils nous ont consacré et puis surtout leur implication dans notre processus qui ne fait que commencer. Et puis un énorme merci à Marinette, Nathalie et Johan, les 3 citoyens qui ont porté leurs propositions et qui sont les porte-parole de 540 000 personnes, ce qui n'est pas rien, dans la mesure où leur proposition a vraiment émergé comme étant des consensus. Donc merci à vous. Avant de passer aux questions, je voudrais un peu prendre du recul sur tout ce qu'on a dit et puis peut-être avoir des mots un petit peu moins optimistes. On vient de vivre une crise sanitaire, il y a une crise économique, mais comme on l'a tous dit et comme on le sait tous, la crise écologique, elle est là, elle est plus là que jamais. Et elle est confrontée à même problématique que ce qu'il y avait avant ces crises-là. On a une conscience qui émerge de façon colossale partout, chez chaque individu, chaque entreprise, chaque acteur citoyen de cette nécessité environnementale. Elle croît, elle n'est pas encore forcément aboutie. Néanmoins, elle se fracasse aussi sur la complexité du sujet. Ce sujet est plein de paradoxes. Plein de bonnes idées ont des effets pervers. Et puis aussi, elle se confronte aussi à la confusion des initiatives. Il y a plein d'initiatives dans tous les sens et c'est très, très difficile pour les citoyens de se retrouver dans des actions ou en tout cas dans des directions sur lesquelles on sent une communion citoyenne forte. Et puis enfin, je dirais, elle est très concentrée sur les pouvoirs publics. On a l'impression qu'ils peuvent tout changer, que c'est à eux de tout changer, alors que, comme ça a été évoqué, ce n'est qu'une partie de l'équation. La société civile a vraiment sa part à faire. Donc, cette montagne qu'on a devant nous, elle était là avant la crise sanitaire, elle sera là après. La crise sanitaire a accentué l'enjeu de solidarité dans une société déjà très fragmentée. Donc, ça va être difficile de trouver son chemin entre économie et écologie, entre protection des plus faibles et transformation néanmoins de la société. Et c'est pour ça que cette grande cause a un rôle particulier, ou en tout cas une approche particulière. On n'a pas pour vocation à essayer de gérer tous les sujets. On a pour vocation à trouver quelques lignes de force sur lesquelles on se rassemble tous. Et ces lignes de force sont partielles par définition, mais sont celles qui ont le plus de chances de pouvoir engendrer des changements à la fois d'impact national, mais aussi réconciliateurs de la population. Et face à un enjeu de cette taille, la réconciliation est sans doute une des clés absolument essentielles qu'on va essayer de mettre en œuvre. Donc, merci d'avoir suivi cette étape-là. Vraiment, je vous invite à venir nous suivre, à rentrer dans les ateliers. On vous proposera des actions sur lesquelles vous pourrez collaborer et on fera notre possible pour que ces actions ne soient que des actions d'impact décisif à l'échelle nationale. Donc, merci à tous. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je vais vous en citer quelques-unes. Je ne sais pas si c'est… je les découvre en parallèle, mais on va se donner jusqu'à 12h30 pour répondre à ces questions. Une question de Pauline. La demande de réduction de consommation de viande issue des animaux peut-elle être mise en lumière avec la crise sanitaire actuelle ou s'inscrit-elle dans des convictions particulières?
Donc, cette question de Pauline, je ne sais pas qui veut y répondre, peut-être Fabrice ou Anne-Marie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur effectivement cette consommation de viande qui a beaucoup d'impact et néanmoins qui est une vraie controverse. Anne-Marie, je vois que vous êtes visible. Est-ce que ça vous inspire? Ou Fabrice? Je crois qu'Anne-Marie pas. Voilà. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais oui, je confirme que c'est une piste importante et difficile parce que le secteur agricole prend cette piste finalement assez mal, comme si c'était une mise en cause de son métier, de sa finalité, etc. Néanmoins, on sait vraiment que les élevages contribuent beaucoup. D'abord, le secteur agricole lui-même contribue aux émissions de gaz à effet de serre, même si en contrepartie des émissions, il y a une petite partie qui concerne le stockage, notamment dans les sols, quand ils sont maintenus dans certains usages et non pas cultivés de manière intensive. Mais effectivement, les élevages dans ce bilan global sont une part importante des émissions de gaz à effet de serre et de méthane en particulier. Et le méthane a un pouvoir supérieur au carbone dans l'effet du réchauffement climatique. Donc oui, c'est une piste sérieuse et finalement, on a là aussi des traditions culturelles, culinaires, productives sur lesquelles on peut s'interroger. Il y a quand même des civilisations qui mangeaient, et malheureusement c'est de moins en moins vrai, mais qui mangeaient beaucoup moins de viande que nous et qui pouvaient vivre très longtemps ou en bonne santé. Donc il y a des équilibres nouveaux à trouver et bien sûr si on doit faire des choix et abandonner en tout cas une partie de la consommation de viande, il faut là aussi mettre en place les politiques publiques qui permettent d'accompagner une transition pour ceux qui vivent aujourd'hui de ça, parfois en ayant été conduits sans ce questionnement global dont je parlais tout à l'heure, qui est absolument nécessaire et qui éclaire complètement différemment les choses. Merci Anne-Marie. Fabrice, vous voulez réagir sur la consommation? Un petit compliment rapide pour dire deux choses. La première, c'est que pour faire le lien avec la crise sanitaire qu'on a vécue, il y a peut-être là une opportunité. Je sais que beaucoup de personnes ont redécouvert la cuisine à la maison à l'occasion de la crise. Ça peut être l'occasion aussi d'avoir découvert des nouvelles pratiques. On ne va pas forcément acheter autant de viande qu'en temps normal parce qu'il y a moins de magasins ouverts. Donc, on a pu découvrir des nouvelles modes d'alimentation. Et ça peut être un point d'ancrage aussi pour une bascule, comme je l'évoquais tout à l'heure, un changement de comportement à cette occasion. Donc ça, c'est une opportunité peut-être, je ne sais pas si elle peut être suffisamment représentative pour reprendre un train important. Et puis pour compléter ce que dit Anne-Marie Ducrou sur la partie des filières viande, donc qui sont effectivement, qui présentent un impact objectif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je voudrais ajouter juste qu'il faut bien distinguer que dans la viande, il y a diverses filières de viande qui sont plus ou moins impactantes en fonction de la nature de la viande, mais aussi surtout en fonction du mode d'exploitation. Les installations industrielles qui nourrissent leur bétail avec de l'importation de soja du bout du monde ont non seulement un impact local, mais aussi au niveau mondial. Des installations qui se rendent plus dans la logique de circuit court avec des bêtes en pâturage permettent de maintenir des prairies pérennes qui sont, eux, des lieux de stockage de carbone. Et donc, il y a sans doute aussi à ne pas faire du tout noir ou tout blanc, mais dans cette modification de la consommation de viande qu'il faudra avoir, hein, l'ADEME dit qu'on doit changer notre régime alimentaire, il faut aussi penser à changer la qualité de la viande qu'on mange. Merci, merci beaucoup Fabrice. Je crois que d'ailleurs vous devez partir, nous quitter. Je vais prendre une dernière question de David. Je vais angler un petit peu pour Samuel. Comment les entreprises peuvent être incitées à être plus responsables écologiquement suite à la crise qui a révélé des attentes écologiques fortes de la part des citoyens? Pensez-vous qu'il y a des domaines dans lesquels il va y avoir de vrais changements rapides? Samuel, je ne sais pas si vous êtes là. Vous êtes là. Je suis là, oui. Avoir votre, super. Avoir votre avis sur un point précis concernant l'évolution des modes de production, de conception, de distribution des produits pour permettre
moins d'obsolescence et plus de réparabilité. Est-ce que vous voyez des pistes, des secteurs sur lesquels il y a des changements rapides de la part des industriels et qui vont changer la donne? Oui, c'est une grosse question dans la mesure où si on se bat, nous, pour la durabilité, c'est parce que ne faut pas oublier que l'essentiel de l'impact environnemental des produits électroménagers, électriques, électroniques, il est souvent dans la phase de fabrication des produits. Donc, si on dépense autant d'énergie, autant de matière pour fabriquer un produit, eh bien, il faut faire en sorte que le produit ensuite dure au maximum et que soit optimisé dans son usage, etc. Et on voit effectivement que les industriels se posent la question. Nous, en tant qu'association, on anime un club d'entreprises avec une vingtaine d'entreprises là qui viennent de signer une tribune d'ailleurs dans Le Monde disant voilà, nous on est prêts à aller vers cette économie circulaire, mais parce que ces entreprises, elles voient que les matières premières vont être de plus en plus chères, qu'elles vont être de plus en plus rares, et qu'en réalité, et que les consommateurs attendent ça. Ils attendent ce signal de durabilité. C'est un des premiers critères d'achat, notamment quand on achète un produit électroménager. Donc, il y a cette volonté de retrouver la confiance du consommateur. Et là, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un indice de réparabilité des produits électroménagers. Donc, en 2021, on pourra avoir un indice, une note pour savoir si un produit est réparable. Je pense qu'il faut aller au-delà, pas seulement sur la réparabilité, mais plus généralement sur la durabilité. Est-ce que le produit va être robuste? Est-ce qu'il va tenir avant d'avoir une panne? Et donc, on voit que beaucoup d'entreprises veulent regagner cette confiance en disant, voilà, nous, on a ce label de durabilité, on a une garantie plus longue, on essaie d'informer le consommateur sur comment entretenir le produit également. Et puis, il y a quelques modèles qui tentent d'être expérimentés sur la location des produits. Parce que si on est sur un modèle de location, on imagine que l'entreprise comme le consommateur ont intérêt à ce que le produit dure longtemps. Et ça, c'est assez intéressant aussi comme renouvellement. Plutôt que renouveler toujours les achats en matériel, eh bien, passer plutôt à une autre type de prestation sur le temps long avec une prestation de service, des réparations qui sont incluses, plutôt qu'inciter le consommateur à toujours renouveler ses achats. Donc oui, les industriels se mobilisent. Néanmoins, c'est trop lent. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il y a besoin de signaux de la part de l'État et des consommateurs pour rendre un peu moins cher tous les produits durables, toutes ces pratiques vertueuses, et un petit peu pénaliser celles qui ne font que ponctionner sur nos ressources et enlever aux générations futures. Merci Samuel. Voilà, on arrive au bout de cette conférence. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé et que ça va vous engager à venir participer à la suite avec nous, que les choses changent dans les 3 ans qui viennent. Merci infiniment à tous et à très vite.